Chers amis, savez-vous pourquoi il est dangereux de boire de l'eau en ces temps de sécheresse? C'est évident, voyons, c'est parce que l'obus éclate. Je crois que je l'avais déjà faite, celle-là. Mais ce n'est pas si grave, parce qu'en même temps, l'eau se pisse. Et la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la dette éclate, elle aussi? Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume, et j'enregistre aujourd'hui cette petite vidéo pour rebondir sur la question de la dette à taux variable de l'État. C'est un truc qui a l'air un peu technique comme ça, mais qui est passionnant, et qui a été envoyé à l'Assemblée nationale, enfin c'est le député Jean-Philippe Tanguy qui s'en est ému à l'Assemblée, en reprenant des travaux essentiellement de Philippe Herrlin. Je pense que c'est le premier à avoir sonné un peu la charge là-dessus. Vous avez Gallois aussi, vous avez, comment il s'appelle ? Bref, vous avez pas mal de monde comme ça qui ont dit « Attendez les gars, on est en train de se prendre une facture à 12 milliards d'euros sur la charge de la dette à taux variable. » Et ça, c'est 12 milliards qu'on aurait pu éviter, c'est une cata. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, même si c'est toujours intéressant de regarder ce genre de petits trucs. Donc on va regarder ça un peu précisément. De quoi on parle déjà ? La première chose, c'est que aujourd'hui, donc dans la dette de l'État, j'ai même pas été vérifié, on est à combien? Ça va tellement vite. On va dire, en gros, qu'on doit être à 2500 milliards d'euros de dette, on n'est plus à 100 milliards près, et sur ces 2500 milliards, vous en avez l'essentiel, 90% de cette dette qui est dite à taux fixe, c'est-à-dire que quand l'État s'endette, il promet de rembourser pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, tous les ans, un intérêt de 0,5%, 1%, 2%, 3%, ça monte en ce moment, on est tous d'accord. Et il reste 10%, près de 260 milliards, je crois que c'est ça, 260 milliards de dettes à taux variable. C'est-à-dire que si l'inflation augmente, la charge des intérêts augmente elle aussi. Dans le budget rectificatif de la loi de finances, dans le projet de loi, la loi de finances rectificative pour le budget 2022, on a effectivement 11 milliards 800 millions de charges en plus pour les intérêts de la dette. Et ces 11 milliards 800 millions et quelques, bien évidemment, c'est pas la dette à taux fixe qui augmente avec l'inflation, c'est la dette à taux variable. Donc c'est énorme. Et donc, bien évidemment, vous avez tout un tas de monde qui dit « mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme si on avait à ce point-là de l'argent ». Il est 4 heures. C'est pas comme si on avait à ce point d'argent qu'on pouvait balancer 12 milliards d'intérêts variables à des banquiers. D'autant que, vraiment, quel est l'intérêt d'aller s'endetter à taux variable quand, jusqu'il y a encore 6 mois ou 1 an, on pouvait s'endetter à taux fixe pour des taux proches de zéro. Et donc, bien évidemment, c'est une certaine manière, l'argument, c'est de se dire, on est en train d'engraisser les banques, c'est une catastrophe totale, l'État est de mèche avec les banques. Oui, c'est vrai, mais à mon avis, ça vaut le coup de regarder d'un peu plus près. Donc, la première chose, donc on va regarder un petit peu, parce que bien évidemment on charge Emmanuel Macron quand on fait ça, et donc on va regarder un peu ce qu'a fait le Trésor sous le premier quinquennat de Macron. Ce qu'ils ont fait, ils ont continué à émettre à peu près 10% de dette variable sur toutes celles qu'ils émettaient. Et ça, c'est pas très grave, et on s'en fout un peu. Pourquoi on s'en fout un peu ? Parce que effectivement, ce que dit Jean-Philippe Tanguy, ce que dit Herrlin, ce que disent d'autres économistes, c'est que à quoi ça sert de faire du taux variable quand on peut déjà s'endetter à 0,5, 1, 1,5%. Pourquoi s'embêter à faire du variable qui va nous permettre de s'endetter à un tout petit peu moins cher que ça, mais des cacahuètes. Certes, c'est vrai, le gain est faible, mais le risque est faible également. Pourquoi ? Parce que dans la manière dont l'État, dont le Trésor structure ses émissions de dette à taux variable,
Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ces dernières années, depuis même un moment maintenant, les dettes sont toutes émises avec un taux d'intérêt nominal de 0,1%. C'est très important ça. Et derrière, les variations de marché ne vont pas se faire au niveau du taux, mais vont se faire au niveau du prix à laquelle la dette est émise. C'est-à-dire que si vous allez vendre 1000 euros de dette, un peu plus, un peu moins, vous allez vendre 950 ou 1050, et du coup vous avez d'autres variations, mais c'est pas ce qui nous intéresse plus que ça. Pour le coup, une fois que c'est adjugé, c'est fixe. Le truc qui est variable, c'est 0,1% de dette corrigée de l'inflation. Et pourquoi ce 0,1% est important? C'est-à-dire que dans la manière dont on corrige de l'inflation, c'est-à-dire qu'on va multiplier le taux nominal par le taux d'inflation. Et donc, quand vous avez 6% d'inflation, vous n'allez pas avoir une charge de dette qui va passer de 0,1% à 6%. Vous avez une charge de dette qui va passer de 0,1% à 0,6%. Et du coup, alors ça fait une différence, mais c'est une différence très modeste et qui correspond au gain très modeste d'émettre de la dette à taux variable en ce moment. Donc c'est la première chose qui est très importante, c'est qu'ils ne sont pas en train de faire une folie absolument débile, et la dette qu'ils ont émise ces dernières années à 0,1%, elle n'est pas montée à 6%. Vraiment, c'est important ça. Alors après, on va se dire, pourquoi ils font ça? Alors ce qui est vrai, c'est qu'ils font ça, et ça on va le voir sur la deuxième partie, ils font ça parce que les banques ont besoin de ces instruments. Et donc là, parce que bien évidemment, vous avez les émissions de dette, et vous avez les stocks de dette. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'on a bien dit au début de cette vidéo qu'on avait bien 12 milliards d'engagements en plus sur la charge de la dette cette année. Et ces 12 milliards ne viennent pas des engagements qu'a pris le Trésor sous le quinquennat Macron. Ils viennent d'où? Ils viennent des stocks. Et ils viennent de vieux engagements qui datent de toute fin des années 90 quand c'est arrivé, début des années 2000, qui sont des engagements qui ont été pris à un moment avec des taux à 3%. Taux nominal de 3%. Et bien évidemment, vous prenez un taux nominal de 3%, et que là, pour le coup, vous multipliez par l'inflation, là, vous avez des taux qui s'envolent. Et donc, c'est le stock de dette à taux variable qui fait s'envoler la facture. Donc maintenant, M. Tanguy reproche à l'État de ne pas avoir racheté ces dettes, de ne pas les avoir apurées et de ne pas avoir réduit son risque il y a 1 an, il y a 2 ans, en disant de toute manière l'inflation va revenir, il est très important que je rachète ces dettes, que je les sorte pour limiter mon risque. Alors, vous avez 2 manières de faire cela. Soit votre contrat d'émission vous permet de racheter votre dette avant le terme, soit il faut aller la racheter sur le marché secondaire, il faut aller voir tous les porteurs de votre dette et leur dire « Dis donc, tu veux pas me la revendre ?» Puis il veut bien, il veut pas. Donc première option, qui est de se dire dans mon contrat me permet de racheter ma dette avant son échéance, n'est pas possible. Les dettes à taux variable de la France sont émises sans possibilité de rachat anticipé. Ça se comprend, c'est pas totalement débile. La première raison, c'est que vous avez un décalage entre le moment où vous avez l'inflation qui arrive et le moment où elle se répercute sur les taux. C'est-à-dire que vous regardez le trimestre d'avant, ces choses-là mettent un peu de temps. Il y a une forme de lissage. Et comme le dit très bien M. Tanguy, le gouvernement, qui est responsable indirectement de l'inflation, peut anticiper ce qu'il est en train de faire et pourrait demander derrière au Trésor ou à la banque de racheter ces titres. Et ça, bien évidemment, un banquier, aussi quel qu'il soit, il n'est pas d'accord pour avoir un deal dans lequel c'est pile je perds et face tu gagnes. C'est vraiment, il n'y aurait pas d'intérêt pour un banquier d'aller prendre une obligation à taux variable où si le jour où effectivement le taux augmente, l'État se dépêche de racheter son obligation pour pas avoir à payer. C'est vraiment, il prend le risque mais il ne prend pas les bénéfices. Et de plus, ces obligations qui ont été émises il y a très longtemps,
elles ont rapporté. Elles ont rapporté l'argent, pardon. Elles ont diminué la charge de la dette pendant des années. Enfin, quand vous avez des obligations à 3%, c'était des obligations qui sont très anciennes. Et donc ces obligations, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez payé moins cher que si ça avait été à taux fixe. Donc la première chose, c'est qu'il faut factoriser ce surcoût actuel avec tous les gains qu'on a eus dans le passé. Ça, c'est très important parce que ça va nous dire autre chose. Et deuxième raison, très rapide, de se dire, attendez les gars, il faut aussi faire gaffe, c'est que, effectivement, l'État s'endette à taux variable, mais l'État émet aussi des crédits à taux variable. L'État pourvoit des crédits à tout un tas de monde, à tout un tas de collectivités, d'entreprises, d'autres États, de fonds. Il y en a, et l'État aussi. Et cette année, dans le budget rectificatif, dans la loi de finances rectificative du budget, vous avez une ligne qui dit plus 15 milliards d'intérêts que reçoit l'État. Donc oui, on perd 12 milliards d'un côté, mais on en regagne 15 de l'autre, plus tous les bénéfices qu'on a eus avant. Donc, il n'y a pas... Sincèrement, quand on regarde la photo complète, et pas uniquement cette simple facture de 12 milliards sur les taux variables, déjà, on se dit, bon, c'est pas la fin du monde non plus, c'est important. Mais on a deux choses. C'est-à-dire que déjà, c'est pas parce que nous, on a des intérêts d'un autre côté, que c'est pas parce qu'on récolte d'un côté qu'on est obligé de se faire avoir de l'autre. Parce que vous allez me dire, bon, on a peut-être que c'est 15 milliards, c'est une chose, c'est 12 milliards, est-ce que vraiment l'État est à ce point riche qu'on puisse derrière donner ces 12 milliards aux banques? Alors là, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que la justification de la Banque de France est que... du Trésor. C'est pas la Banque de France, excusez-moi. La Direction Générale du Trésor, France Trésor, pardon, vous dit, bah oui, mais les taux d'intérêt variables, c'est vachement bien, parce que quand l'économie va bien et que les taux montent, on rembourse un peu plus. Quand l'économie va mal et qu'on baisse les taux, on rembourse un peu moins. Et dans ces cas-là, tout le monde est gagnant-gagnant parce qu'on rembourse plus quand on peut et on rembourse moins quand on peut plus. C'est exactement l'inverse qui se passe. Donc ça, c'est un truc très important, c'est que vous vous rendez compte que la justification que donne le Trésor est foireuse. Donc ça, je reconnais, c'est un peu flippant d'avoir des gars qui viennent vous dire sur leur site, vous regardez sur la lettre, la lettre trimestrielle de l'agence France Trésor, de celle qui est en cours là, vous allez voir, ils commencent justement sur les taux d'intérêt à taux variable dans leur lettre trimestrielle et ils vous disent exactement ça. La dette à taux variable, c'est bien parce qu'on rembourse plus quand on peut plus et on rembourse moins quand on peut moins. On a changé d'époque, les gars. On est revenu en stagflation et du coup, vos logiciels sont devenus totalement faux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est la réponse de Bruno Le Maire à Jean-Philippe Tanguy, et il l'a pas comprise, Monsieur Tanguy. Je lui en veux pas, et je lui en veux d'autant moins que généralement quand Bruno Le Maire dit quelque chose, il faut surtout pas le prendre pour argent comptant. Mais là, il n'a pas totalement tort, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit mais où est-ce qu'ils vont ces 12 milliards Ces 12 milliards, ils vont vers des banques françaises et ils vont servir des intérêts à toutes les assurances vie, à tous les fonds euros d'assurance vie et à tout un tas d'épargnants qui ont qui ont placé leur argent dans des produits peu risqués et qui aujourd'hui sont en train de se faire laminer par l'inflation. Et donc, si jamais ces taux variables ne permettent pas aux banques de remonter un peu plus, de remonter un tout petit peu d'ailleurs leur taux, ça va vraiment être la cata de chez cata. Et là, Jean-Philippe Tanguy, il a remis un tweet en disant « Ah ben vous avez bien vu, Bruno Le Maire nous cautionne que c'est vraiment pour les banques. » Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que, effectivement, aujourd'hui, cette dette, on ne sait pas qui détient la dette variable. Oui, sans doute qu'il y a quelques bouts de dette qui doivent être détenus par Goldman, par quelques banques américaines. Je ne serais pas étonné que l'essentiel de cette dette soit dans nos compagnies d'assurance pour nos contrats d'assurance vie en fonds euros, dans lesquels il y a quand même énormément de dettes publiques
Et qui ont besoin, avec leurs actuaires, pour pouvoir honorer leur contrat et pour pouvoir justement assurer la stabilité, d'avoir des produits à taux variable qui permettent de lisser quand il y a des problèmes. Et du coup, c'est vrai que, bien sûr, que on pourrait, le Trésor pourrait aller tordre le bras à ces banques en disant, écoutez les gars, ok, j'ai pas le droit de rappeler ma dette selon les contrats, mais si vous ne me revendez pas votre dette à un prix à peu près correct pour tout le monde, moi je vous prive des adjudications de dette demain et après-demain, et il pourrait y avoir un bras de fer. Et ce bras de fer-là, il faut faire attention, parce que peut-être que derrière, ça peut faire des attaques sur la dette de l'État, et l'État n'est pas à ce point-là en bonne santé, qui puisse se permettre, comme ça, de faire des clés de bras aux banques. Première chose. Et deuxième chose, encore une fois, c'est que les banques vont probablement dire, il n'y a pas de problème, vous nous reprenez ces dettes-là de force, et derrière, nous, on va mettre les assurances-vie, on va plus pouvoir honorer les contrats d'assurance-vie, et puis tout ça va tomber en faillite, et puis vous vous démerderez du patrimoine des Français. Faut pas oublier que l'assurance-vie, alors oui, bien sûr, pour une partie de la population française qui n'a pas d'épargne, c'est un truc de gros richard, n'empêche que l'assurance-vie, pour beaucoup de Français, c'est une épargne de précaution, qui n'est pas un truc mirifique, qui a été épargné à la sueur de son front pour les mauvaises années, pour les mauvais jours. Et je pense que Bruno Le Maire est honnête et qu'il a raison quand il dit ces 12 milliards qu'on donne, en gros, ils viennent soutenir un peu l'épargne française qu'on est en train de massacrer. Parce que quand vous avez, je ne sais pas à combien vont être les rendements d'assurance-vie en 2022 de fonds euros, mais si vous avez des fonds euros qui étaient à 1% en gros l'année dernière, qui passent, allez, à 2%, 2,5% dans les meilleurs des cas, 3% peut-être. Si vous avez en mettant qu'en moyenne on soit à 2%, j'anticipe un peu, mais je veux dire, ils vont pas monter à 5%, c'est sûr que non, si vous voulez. Et peut-être même, ça va simplement monter à 1,5%. Enfin, faut être très prudent. Quand vous avez une assurance-vie à 2% avec une inflation à 6%, peut-être 8%, peut-être 10%, parce qu'en plus il y a l'inflation officielle et puis il y a l'inflation réelle, derrière, vous avez tout un tas de gens. C'est bien d'avoir de l'épargne dans un pays, ça sert. Et donc vous avez tout un tas de gens qui sont hyper emmerdés parce qu'ils ont une épargne de précaution qui est en train de se faire manger à vitesse grand V. Et je vous avoue, je ne suis pas un grand fan de la confiscation de l'épargne des Français. Donc, voilà, c'était... Et en fait, et ça c'est un peu la conclusion, c'est que quand on regarde au premier abord cette dette à taux variable, j'ai un peu envie de dire, c'est l'arbre qui cache la forêt, et il y a d'autres choses plus graves et plus importantes que ces équilibres où on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Encore une fois, on gagne sur deux tableaux. On gagne sur le passé et on gagne sur les crédits que l'État émet. Et du coup, ça équilibre à peu près, et c'est pas l'horreur. Dans le budget, dans la loi de finances, c'est pas horrible. En revanche, ça nous montre un truc. Ça nous montre un truc plus important, à mon avis. Ça nous montre que, en fait, les banques sont en aussi mauvais état que l'État, c'est le cas de le dire, que vous avez non pas un État... ce que vous avez en face de vous, ce sont certes des prédateurs, mais ce ne sont pas, les Anglais diraient apex, ce ne sont pas des super prédateurs, c'est des prédateurs junkies. C'est des gars qui sont en fait extrêmement fragiles, et qu'aujourd'hui vous avez un couple État, banque centrale et banque qui s'est lié indissolublement, et que vous ne pouvez pas avoir la survie de l'un sans l'autre. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est une observation, et on en voit une preuve dans ces taux. C'est-à-dire que l'État est bien obligé de refiler ces 12 milliards, parce que sinon, il crée des turbulences sur les assurances-vie qui, derrière, vont lui revenir dans la gueule beaucoup plus que ces 12 milliards. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, c'est que vous avez ce couple infernal de junkies, encore une fois, et qu'il faut les traiter comme tels. Il faut les traiter comme des junkies violents. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop raisonner avec eux, et il faut faire ce qu'on a à faire, et c'est pour ça notamment que c'est notamment ce cadre d'analyse qui fait que dans ma vidéo d'avant, je vous dis, ce cadre-là, qui est un cadre de junkie dans lequel il ne faut pas croire que les taux vont remonter suffisamment pour casser l'inflation, dans la période de stagflation dans laquelle on est, quand vous êtes en face de ces gens-là,
vous avez un nouvel intérêt de l'immobilier comme rempart contre l'inflation, qui était la fonction historique de l'immobilier en France. Le rempart contre l'inflation, on a oublié ça depuis une vingtaine d'années, mais c'est en train de revenir. Alors bien évidemment, vous allez avoir un certain nombre de problèmes, bien évidemment, légaux, fiscaux, juridiques, mais on a encore moyen en France aujourd'hui d'investir en immobilier. Éventuellement, il y a quelques très belles choses à faire en pierre-papier, des choses qui sont éventuellement en dehors de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, pour ceux qui y sont assujettis, et qui ne sont pas sans risque, bien évidemment, mais dans lesquels vous avez un intérêt renouvelé si vous comprenez, qu'on est en train de passer d'un monde de déflation à un monde de stagflation, et que 2, ça entraîne de très fortes mutations du marché immobilier, ces mutations étant, les grandes agglomérations risquent de prendre très cher, Paris en premier, et que les petites agglomérations de province bien gérées, elles, bien connectées, propres et sûres, et il y en a encore, il y en a plus qu'on ne croit, elles ont déjà montré de belles choses et ça va continuer, et que, pareil, en plus de la géographie, là où sur la pierre-papier tout le monde allait dans le bureau et le commerce et les grands centres commerciaux, en fait, on se rend compte qu'il y a un retour du résidentiel en force, notamment des résidences secondaires, notamment de l'investissement, et bien sûr, vous avez été quelques-uns à me dire, oui, mais les banques n'accordent plus suffisamment de crédit et les baby-boomers qui sont en train de passer l'arme à gauche vont avoir plein de biens qui vont inonder le marché. C'est vrai, mais le point très important qui est que l'inflation qui est supérieure aux hausses des taux, parce que c'est la hausse des taux qui fait que vous avez moins de crédit et que vous avez moins d'acheteurs potentiels, que l'inflation fait en fait que même si vous avez des acheteurs privés qui baissent, vous avez des acheteurs institutionnels qui, eux, à l'inverse, sont en train de monter en puissance sur le résidentiel. Et notamment, j'ai fait un dossier, je vous mets des liens en description, vous avez une très très belle SCPI qui est en train de cartonner sur du résidentiel de petites villes de province. Et donc c'est très important ça, c'est que... Qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est le nombre de logements par rapport au nombre de gens à loger. Et ça, en France, on n'a pas trop de logements par rapport au nombre de gens à loger. Et que l'offre qui est en train de se tarir d'un côté est en train de gonfler énormément avec les 2000 milliards d'euros d'épargne qui sont d'épargne soit sur les comptes courants, soit sur les fonds euros, soit sur les livrets réglementés, qui sont en train de se faire détruire par l'inflation. Et c'est pas avec un livret A qui éventuellement, avec un peu de chance, passera à 3% en janvier prochain que vous allez réussir à vous protéger contre une inflation à 6, 8, 10%. L'inflation n'est pas prête de s'arrêter. Alors elle va peut-être se stabiliser à 6, 8%, elle va peut-être baisser un peu, mais vous êtes très très loin. Et puis je peux vous assurer que si l'inflation se stabilise ou baisse un peu, les taux vont pas remonter à 3%. Et 3%, c'est si ça continue à gronder. Donc vous avez un différentiel aujourd'hui qui est que les comptes courants, les livrets, les fonds euros, dans lesquels il y a 2000 milliards, aujourd'hui, c'est en train de se prendre quelque part entre moins 4, moins 5, moins 6% par an. Ça, en 10 ans, ça vous fait moins 40% sur votre épargne. Ça fait super mal. Et ça fait super mal aux particuliers. Ça fait super mal aux institutionnels. Et du coup, vous avez toute cette épargne qui est déjà en train et va continuer de se déverser sur le marché immobilier. Et c'est ça qui compense. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que je vous suggère très fortement de vous y intéresser. Bref, je m'arrête là parce que c'était pas le sujet de cette vidéo, mais allez voir ma vidéo d'hier sur le sujet, parce que c'est un truc, ça serait bête de passer à côté. Je sais que tout le monde aujourd'hui est en train de se dire « Oh là là, l'immobilier, c'est dangereux ». C'est sûr que si vous regardez la pierre-papier qui aujourd'hui est essentiellement sur du bureau et du commerce en région parisienne, si vous regardez ça, oui, les perspectives sont pas top, mais si vous comprenez, l'immobilier de stagflation, et 2, les grandes mutations en cours, il y a de très belles choses à faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire que ça. Bien sûr qu'il faut avoir de l'or aussi. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses. Mais vouloir sortir ou vouloir éviter de faire un investissement immobilier aujourd'hui par crainte de baisse, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, discutons. Et puis moi, je vous dis à votre bonne fortune.